de visage puisque je vais l'enregistrer pendant le… Alors, à moins que Ambre l'enregistre, vous avez commencé l'enregistrement? Oui, normalement, j'ai commencé l'enregistrement. D'accord, ok. Donc, d'accord, très bien. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. J'ai une question. Si c'est enregistré, faut-il que nous coupions nos caméras? Comme vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez couper votre caméra. D'accord. Et ce sera disponible, l'enregistrement et le PowerPoint seront disponibles sur le site? Alors, pour notre part, la Société des Amis du Musée va sûrement faire un résumé de l'intervention d'Estelle Bauer sur son site internet et dans notre bulletin. Pour le reste, je laisse la main à Estelle Bauer. Oui, en fait, ce que je pensais faire, c'était… En général, quand c'est enregistré sur Zoom, c'est disponible pendant 1 mois. Et puis ensuite, je verrai, je garderai peut-être pour mes archives. Donc, si personne ne le veut, on verra. Madame Bauer, vous souhaitez qu'on déconnecte nos caméras alors ou pas? Comme vous voulez, de toute façon, moi, je les déconnecte pour qu'elles ne soient pas enregistrées. Hein. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Du coup, je ne vous vois pas réagir, ce qui est un petit peu dommage, mais… Non, mais je vais la laisser. C'est comme ça. Parce qu'il y a des professeurs, comme j'ai des cours sur Zoom à Diderot, ils nous demandent d'enlever les caméras. D'accord. Non, là, vous pouvez les laisser. Je pense que ce n'est pas non plus gênant. Puis sinon, on verra. Moi, ça me permet de vous voir aussi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous allez bien en ces temps un peu compliqués. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vais donc vous parler des paravents. Alors, je ne sais plus comment ce sujet a émergé, si c'est Madame Berthelot-Blanchet qui m'a demandé de ce sujet ou si c'est au cours de la conversation. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça fait plusieurs années que je réfléchis un peu sur ces questions. Alors évidemment, parler du paravent japonais, c'est un sujet qui est très vaste, qui est immense même, puisque le paravent est l'un des supports majeurs de l'art japonais, on peut dire avec le rouleau et le kakemono. C'est un support qui a été utilisé sans discontinuer depuis au moins le 8e siècle. L'œuvre la plus ancienne qui ait subsisté, vous l'avez sous les yeux, elle se trouve dans les trésors du Shōsō-in à Nara, les trésors du monastère Tōdaichi. C'est un paravent qui représente 6 beautés féminines, donc 6 beautés chacune sous un arbre. Le sujet est emprunté à la Chine et c'est d'ailleurs une œuvre qui figure dans les livres d'histoire de l'art japonais, mais aussi chinois. Ici, ce qui m'intéresse, c'est l'ancienneté de cette œuvre. Elle montre que le paravent en tant que support existait très tôt au Japon. La structure du support, elle se présente sous la forme de 6 panneaux qui initialement étaient assemblés. Et du point de vue des dimensions, cette œuvre mesure, lorsque les panneaux sont assemblés, environ 1,40 m de haut pour 3,40 m de long. C'est une dimension qui correspond grosso modo aux dimensions les plus courantes qui seront utilisées par la suite. Enfin, en gros, il s'agit, bien sûr, il y a des variations. Voilà un détail qui montre l'influence chinoise. Avec ces femmes avec ces visages très ronds, petits yeux, petits nez, petites bouches. Voici un autre paravent qui est un petit peu moins connu, en tout cas du grand public, qui est conservé également au même Shōsō-in, donc qui date également du milieu du 8e siècle. Alors en fait, ce n'est pas l'original. Je n'ai pas réussi à trouver l'original et en fait, je ne suis pas confinée chez moi, donc j'ai eu des problèmes pour trouver des images, donc j'ai été obligée de m'appuyer uniquement sur essentiellement ma photothèque et ce que j'ai pu trouver sur Internet. Donc là, en fait, c'est un fac-similé de l'œuvre du 8e siècle. Mais c'est intéressant parce que c'est un fac-similé qui a été fait en 1877 pour l'exposition universelle de Paris de 1878. Donc cette œuvre a été présentée à Paris, mais il y a il y a un siècle et demi. Il s'agit donc de nouveau d'un paravent, mais qui, cette fois-ci, porte des textes en chinois, et qui, d'après ce que j'ai pu lire, était destiné à être placé à côté du siège de l'empereur. Le texte ayant un caractère moralisateur. Voilà, c'est un détail.
c'est un facsimilé qui restitue en fait l'état d'origine. On voit bien les caractères avec une alternance de caractères de styles différents. Et une alternance, vous avez vu, de vert, beige, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est en comparant ces deux œuvres qui datent de la même période, on comprend qu'apparemment, on ne se définit pas par ce qu'il recouvre, c'est-à-dire par son sujet, puisque d'un côté, on a des figures humaines, de l'autre côté, un texte. C'est plutôt une manière particulière de concevoir la surface. Une surface qui fonctionne par adjonction de surfaces égales, puisque chaque feuille, on parle d'une feuille de paravent. Parfois, j'utiliserai le mot panneau, mais le vrai mot, c'est le mot feuille. Donc, ce sont des feuilles qui sont ajoutées les unes aux autres et qui sont articulées. En fait, là, pour la photo, ils ont été pris de manière plane, mais voilà, un paravent, en principe, est disposé en accordéon sur le sol. Ce qui entraîne une de ces caractéristiques, c'est un objet autonome. En fait, on peut le poser, en théorie, on peut le poser n'importe où. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est le fait que les surfaces alternent, enfin, que chaque surface disons, peut être autonome et peut être reliée aux autres, ce qui permet des jeux. Et donc là, on voit que, si on peut pas parler de l'artiste, moi, l'artisan a fait en sorte de mettre en valeur ces surfaces, avec la première surface, la deuxième, la troisième, avec ce jeu d'alternance de vert, beige, etc. À l'autre bout de la chaîne temporelle, je me suis interrogée en préparant cet exposé, dans quelle mesure est-ce que les artistes contemporains s'intéressaient encore à ce support. Et voilà ce que j'ai trouvé en premier dans un musée américain. Donc, je vais présenter beaucoup d'œuvres qui se trouvent dans des musées américains, parce que les musées américains ont une politique de présentation de leurs œuvres qui est très dynamique, et donc j'ai trouvé beaucoup d'œuvres de cette manière. Donc, c'est une œuvre réalisée par un artiste japonais qui date de 1990. Donc, plus de 1200 ans se sont écoulés depuis les beautés sous les arbres. Il s'agit d'un paravent à 4 feuilles. C'est un format qu'on retrouve un peu plus tardivement, mais qui est tout à fait, en tant que tel, qui n'a rien de curieux. Et surtout, à la différence des beautés sous des arbres, les panneaux sont recouverts d'un même décor qui unifie la surface et qui met en valeur la structure du paravent, avec ces panneaux articulés, comme si c'était ça le sujet. Ici, il me semble que c'est moins le décor que l'objet dans sa totalité qui importe. En fait, c'est l'objet qui devient le sujet le paravent qui devient le sujet de l'œuvre. Et aussi, autre élément important, ce que vous avez constaté, ce sont les hauteurs inégales de chaque panneau. Là, je préfère parler de panneaux que de feuilles, avec chacune un découpage particulier, comme si chaque panneau devenait une figure. Alors, qu'est-ce que ça représente? Parce que là, on peut se demander ce que ce paravent dans son totalité représente. Peut-être que chacun d'entre vous peut laisser libre cours à son imagination. Moi, au premier abord, j'y ai vu le profil d'une ville. J'avais l'impression d'avoir une sorte de bouquet d'immeubles sous les yeux. Mais si on se réfère au titre, Mountain Lake Screen Tachi, donc ça pourrait qu'en fait ce soit l'évocation de crêtes, de montagnes. Autre point qui me semble intéressant quand on regarde cet exemple, c'est le fait que, vous voyez, le paravent n'est pas posé en accordéon de manière régulière. Il dessine une sorte de ligne qui est peut-être liée précisément à son sujet, parce que s'il s'agissait de montagne, la disposition en accordéon serait trop régulière et pas suffisamment naturelle. Donc, ça fait peut-être partie de l'effet recherché, mais j'ignore si l'artiste a donné des instructions à ce propos. En tout cas, un des points qui m'intéresse ici, c'est la pérennité du support. Difficile de dire de quoi est-ce que c'est un support, un format, je ne sais pas très bien comment définir. En tout cas, la pérennité du paravent. Mais là, ici, qui est revisité, qui est relu par un artiste contemporain, ce qui est assez classique dans l'art contemporain, le questionnement des supports traditionnels.
Et puis, il me semble que ici, l'artiste a précisément joué sur la plasticité du paravent, à la fois oui, sur la plasticité du paravent. Autre raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer cet exemple, c'est le fait que sur le cartel qui figure sur le site internet, il est bien précisé que c'est un paravent à 4 feuilles, mais ensuite il est classé comme sculpture. J'ai trouvé ça intéressant, que ce paravent n'était pas considéré comme une peinture, mais c'est une sculpture. Donc ça nous vraiment donne à réfléchir, ça montre que ça peut vraiment devenir un objet en tant que tel. Alors, du coup, j'ai regardé s'il y avait d'autres œuvres de cet artiste. Et bon, voilà, par exemple, une œuvre qui s'appelle Forêt, qui, elle, est encore une variation sur ce que peut être un paravent, avec 3 paravents, en fait, à 2 feuilles chacun. Donc ça, 3 paravents, ce n'est pas un chiffre habituel. Hein. On verra qu'habituellement, les paravents fonctionnent par paire, par chiffre pair, par nombre pair, mais pas par nombre impair. Du point de vue du sujet, c'est des arbres qui sont présentés en blanc sur un fond noir. Donc là, ça m'a fait penser à des estampages. Et puis, vous voyez que les paravents ne sont pas exactement à la même hauteur. Donc là, il y a aussi un jeu sur, finalement, le paravent qui occupe aussi l'espace, sur l'occupation d'espace par le paravent. Mais là, il n'est pas considéré comme une sculpture, il est classé comme une peinture. Voilà, c'était un peu en guise d'introduction pour vous montrer les questions qu'on peut se poser lorsque l'on a un paravent face à soi. Donc, dans cette conférence, je vais m'intéresser à 2 aspects. Voilà, ça c'est la comparaison entre les deux. Je vais juste arrêter un petit peu pour... Donc, dans cette conférence, je vais m'intéresser à 2 aspects du paravent. Je voudrais parler de sa fonction à travers les sources, donc les sources écrites et des sources visuelles. Et puis ensuite, en deuxième partie, on regardera des paravents, des exemples de paravents, et où je vais essayer, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer comment est-ce que ce type d'objet, cette surface qui est divisée et articulée, détermine la composition. Donc, je vais plus vous parler de composition générale plus que des thèmes qui sont abordés dans ces œuvres. Et je ne vais pas avoir une approche vraiment chronologique. Donc, je ne vais pas vous présenter une histoire du paravent, hein, mais plutôt donc une approche plutôt thématique. Donc, les fonctions du paravent à travers leur représentation dans la peinture et aussi d'ailleurs dans les textes. Alors, bon, qu'est-ce que c'est qu'un paravent? La première caractéristique des paravents sur le plan matériel, ce sont des objets qui se plient et qui peuvent se ranger. Donc ça, c'est je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, une paraventothèque peut-être, un espace de rangement de paravents dans un monastère près de Kyoto. Les paravents, vous voyez, se plient et se rangent un peu comme des livres géants. Alors, il existe aussi des coffres dans lesquels on peut ranger les paravents, notamment pour les transporter. Alors ensuite, un paravent, ça se déplie. Ça, c'est une photo qui a été prise dans les réserves du musée national de Kyoto, avec le conservateur qui est en train d'installer un paravent. Le paravent, c'est un objet qui est lourd, surtout pour les grands paravents, mais il peut être porté par un homme seul. Mais évidemment, il est plus facile pour le déployer d'être 2, pour le déployer et pour l'installer. Au Japon, en général, on oppose les paravents aux fusuma, donc les cloisons coulissantes. C'est, en fait, souvent quand on parle de l'art japonais, on commence par parler des différents types de supports. Et au Japon aussi, on le fait. Et donc, souvent, on oppose les fusuma et les paravents. Et les deux se rapprochent puisqu'il s'agit de peintures qui ont une certaine forme de monumentalité par rapport aux rouleaux, aux feuilles d'album, ou même aux kakemono. Enfin, les kakemono, ça c'est plus compliqué puisqu'il y en a des grands et les dimensions peuvent varier. En tout cas, les fusuma,
Donc les cloisons coulissantes et les paravents sont proches par leur dimension, même si les fusuma en fait sont beaucoup plus importantes. Et les deux sont proches parce qu'on peut considérer qu'ils sont liés à l'architecture. Mais les fusuma sont vraiment rattachés à l'architecture. Ce sont des éléments qui sont dits semi-mobiles parce que ce sont des cloisons coulissantes, hein, elles s'ouvrent. Mais elles sont quand même fixes au sens où, en principe, elles sont rattachées à un espace particulier et elles ont été conçues pour entrer dans des travées. Vous voyez, l'architecture japonaise a pour base des poteaux qui sont porteurs, et donc les fusuma sont fabriqués pour entrer dans entre ces baies, entre ces travées. Et donc, vous voyez, là, il y a des espaces, des tailles qui sont différentes. Donc, on ne peut pas comme ça changer changer les fusuma d'une pièce à l'autre. Si on le fait, on est obligé de les redécouper ou de les agrandir. Mais on va voir qu'il y a quand même un certain nombre de points communs. En tout cas, les fusuma, elles sont faites pour rester, pour occuper l'espace de manière pérenne, et elles sont aussi faites pour qualifier l'espace, pour lui donner une certaine atmosphère. On verra que c'est la même chose pour le paravent. Là, par exemple, c'est le Daitokuji, enfin le Jukoin Daitokuji à Kyoto. C'est des peintures au lavis d'encre. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très apaisant. Ça, c'est des fusuma du château de Nijo, au contraire avec beaucoup d'or. Là, c'est un décor qui est grandiose, disons, qui sert à impressionner le visiteur. Donc là, évidemment, ce sont des fusuma qui ne sont pas du tout destinés à être retirés ou changés. Elles sont là de manière définitive. Mais les fusuma peuvent être retirés aussi. C'est assez facile en fait d'enlever les fusuma, par exemple, pour ensuite créer un espace plus grand. Et oui, voilà, pour obtenir des pièces plus grandes. Alors oui, j'ai oublié de vous dire à propos des fusuma qu'elles qualifient l'espace, et donc là on ne le voit pas très bien, mais souvent les décors peuvent être variés d'une pièce à l'autre, et c'est donc le choix du décor pour chaque pièce avec ses variations stylistiques et iconographiques permet d'imprimer un rythme lorsqu'on circule dans le bâtiment. Ça permet de créer des effets de surprise. Mais ce rythme, il est stable, puisque les fusuma ne sont pas destinés à être retirés et changés. Alors, je voudrais... Donc, le paravent, lui, fondamentalement, c'est un objet qui est mobile, hein, malgré sa taille et son poids. Il n'est donc pas appelé à rester en place éternellement. Il va être installé au gré des besoins. Et ça, c'est quelque chose qui est valable, je pense, dès les premiers paravents. En fait, un paravent est fabriqué et utilisé selon les circonstances. Donc, je voudrais vous présenter une œuvre ici qui est un très beau paravent, mais que je vais utiliser à titre documentaire. Ça va être compliqué parce que je vais parler de paravent à différents niveaux. Donc ça, c'est une œuvre qui est un paravent. Vous voyez, c'est un paravent à 6 volets, enfin 6 feuilles, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, du XVIIe siècle, qui se trouve dans une collection privée en France, et je remercie les propriétaires de m'avoir autorisé à le montrer. C'est un paravent qui porte la signature de Kano Eino, un peintre de la branche Kano de Kyoto. Et il est assez particulier parce qu'il a été réalisé, le sujet, il a été réalisé d'après un rouleau du XIIe siècle qui s'appelle « Les cérémonies annuelles à la cour ». Donc cet ensemble de rouleaux du XIIe siècle représentait, comme son nom l'indique, les cérémonies qui avaient lieu au fil de l'année à la cour de Kyoto. Et ces rouleaux ont disparu définitivement dans un incendie en 1661, mais par chance, il subsistait quelques copies.
Donc, ce paravent est, on peut dire, une copie de ce rouleau. Ou bien une copie de copie. Il faudrait étudier ça de manière plus poussée. Alors, ce qui m'intéresse, en fait, dans ce paravent, c'est cette scène qui représente un banquet. Donc, en fait, si vous voulez, il y a, ici, ça reprend la partie inférieure gauche, reprend une scène du rouleau du XIIe siècle. Ici aussi, on prend une scène du rouleau du XIIe siècle. Et cette partie reprend aussi une autre scène du rouleau du XIIe siècle qui a été donc transposée sur un paravent. Alors, ce rouleau du XIIe siècle est en mauvais état. Il y a très peu de bonnes reproductions. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser ce paravent qui est très coloré, avec des couleurs chatoyantes et qui en même temps est probablement assez fidèle. Donc voilà le détail que je voudrais qu'on regarde de plus près. Donc il représente un banquet à la cour au XIIe siècle. Donc dans une architecture de type halle, on peut dire, puisque vous voyez le cœur du bâtiment n'est pas cloisonné. Donc ça, c'est caractéristique de l'architecture de cette époque, XIe, XIIe siècle. Donc on voit bien que c'est une architecture avec des poteaux porteurs. Le bâtiment est surélevé et donc on y accède par un escalier. Donc les gens entrent, les dignitaires entrent soit par ici, ça peut dépendre de la cérémonie, ou par ici. Les nobles, vous voyez, sont assis les uns à côté des autres devant des tables basses, en laque rouge. Ici, ça doit être le maître, l'homme qui préside le banquet. Apparemment, il y a une autre personne qui est attendue. Peut-être s'agit-il d'une personne qui arrive. Non, je ne sais pas. En tout cas, on sent que c'est un banquet important. Et ici, la raison pour laquelle je vous ai choisi ce détail, c'est, je pense que vous l'avez compris, parce que la salle est entièrement entourée de paravents. Voilà les détails. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le peintre a non seulement représenté les paravents, mais en plus, il les a même illustrés, il a même représenté des scènes. Alors là, je ne sais pas si dans l'œuvre d'origine, il y avait des scènes ou si c'est une invention de Kano Eno. C'est difficile à dire puisque l'autre copie qui subsiste est beaucoup plus sommaire, n'est pas aussi détaillée que ce paravent. Là, on voit bien, vous voyez, un taudis, donc un portique, des herbes d'automne, la lune. On pourrait presque reconnaître le site qui est figuré. C'est probablement un site fameux chanté dans la poésie à l'époque de Heian. Vous pouvez aussi constater que chaque feuille est entourée d'une sorte de galon, une passementerie. Ça, c'était typique des premiers paravents, donc au XIIe siècle. Mais malgré cela, le peintre a essayé de rendre la continuité de la représentation d'un panneau à l'autre, d'une feuille à l'autre. C'est intéressant puisque en fait, il subsiste très peu d'œuvres aussi, enfin des 11e, 12e, 13e siècle, il subsiste très peu de paravents. Donc on a toujours recours à ce qu'on appelle les peintures dans la peinture pour se faire une idée de leur évolution. Je me suis amusée à compter le nombre de feuilles qu'il y avait, parce qu'en fait, on n'arrive pas à voir où finit ou termine chaque paravent. Je me suis amusée à les compter. Il y en a à peu près 54. Donc, ça veut dire qu'il y avait au moins 9 paravents qui ont été disposés. Alors, 9, ce n'est pas possible parce qu'en général, les paravents fonctionnent par nombre pair. Mais en fait, si on regarde là, il y en a, ça continue. Donc, peut-être que continuait. Et puis, bon, le peintre ne peut peut-être pas chercher à être exact, parfaitement exact. Mais enfin, ça nous donne une idée, et c'est ça que je voulais aussi vous faire comprendre, c'est que quand on parle des paravents, de nos jours, on pense toujours qu'ils fonctionnent par paire. Mais en fait, au départ, ils pouvaient fonctionner par un nombre beaucoup plus important, qui allait souvent jusqu'à 12 paravents, parce que souvent, les paravents étaient liés à la poésie et aussi étaient liés à présenter des activités liées
aux saisons ou aux mois de l'année. Et donc, 12 paravents, ça fait 12 mois, hein, 12 lunes, donc un paravent par mois. C'était un chiffre qui fonctionnait bien. On peut en trouver, on peut trouver aussi 2, 4, 6, 8, 10 paravents, dans les sources écrites en tout cas. Autre point, ici le paravent, il est là pour magnifier, en fait, pour délimiter l'espace où se trouve le banquet, et puis pour le magnifier, hein, pour montrer en fait à la fois aux visiteurs, faire comprendre aux visiteurs qui sont dans l'espace pour le rendre un peu solennel. Donc pour qualifier l'espace. Mais vous voyez, par rapport à des Fusuma, cette manière de qualifier l'espace, elle est temporaire. C'est ça l'intérêt du paravent, c'est qu'on peut modifier l'atmosphère d'une pièce de façon temporaire. Je vais vous montrer un document que j'aime beaucoup. C'est un document, un ouvrage de protocole qui présente donc une trentaine de célébrations qui se sont déroulées au palais, probablement dans la première moitié du XIIe siècle. Je vous montre tout ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur cette période quand je faisais ma thèse. J'aime beaucoup cette période, même s'il y a peu de paravents. Et donc, voilà, c'est ça ce document. Alors, en fait, c'est un plan et donc d'une architecture. Donc, on retrouve l'escalier, vous voyez, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on comprend qu'ici, c'est la cour. Donc, on peut entrer par ici ou bien entrer par notre galerie. Là, en fait, les petits pointillés indiquent la circulation. Les points noirs indiquent les poteaux, donc les poteaux porteurs. Donc là, on a une baie, 2 baies, 3 baies. Et ce qui m'intéresse, ce sont ces zigzags, vous voyez ici. Donc ces zigzags représentent des paravents. Donc là, on comprend, en fait, il s'agit d'une cérémonie bouddhique, une cérémonie religieuse qui a eu lieu au palais de la vie quotidienne de l'empereur. Donc, pour modifier l'atmosphère du palais, de ce lieu de vie impérial, on comprend que des paravents ont été installés, donc, qui permettent comme ça de délimiter l'espace de la cérémonie, mais aussi donc de modifier l'atmosphère, de qualifier d'une façon différente ce lieu de la vie quotidienne. C'est un document extraordinaire parce que c'est vraiment très précis. Ils disent où les gens doivent être assis. Là il y a des écrit que les nobles peuvent être assis ici. On voit que les femmes sont derrière, donc dans d'autres pièces. Elles sont cachées aux yeux des hommes. Il y a une sorte d'hôtel également ici. Enfin bon, tout. Ça permet de comprendre très concrètement comment est-ce que se déroulaient les cérémonies. Et puis, il y a donc ces pointillés qui précisent aussi comment est-ce qu'on circulait à l'intérieur au moment de la cérémonie. Voilà le détail. Vous voyez bien les zigzags des paravents. Voilà, vous allez comprendre aussi pourquoi je vous présente ce document. Ça va vous servir pour après. Alors, je vais continuer avec des textes. Donc un journal qui date du début de la première moitié du XVe siècle, qui s'appelle le journal de ce que j'ai vu et entendu. Tout à l'heure, Ambre, quand elle m'a présenté, elle dit que je faisais partie d'un groupe de recherche sur justement ce journal. Donc c'est un journal qui a été tenu par un prince, qui était tenu par un prince à la cour, qui était petit-fils d'empereur, et c'était ce prince adorait la peinture. C'est une des sources anciennes les plus riches en mentions de peinture. Il faisait venir des rouleaux, notamment un peu partout, pas du Japon entier, mais parfois de lieux assez éloignés de Kyoto. Et donc, c'est une source très intéressante. Et donc, dans ce groupe de recherche, en fait, on traduit en anglais les mentions liées à la peinture. En espérant pouvoir publier ça dans un avenir pas trop éloigné. Et donc, j'ai retraduit en français des passages. Alors, ce ne sont pas des traductions définitives, il faut qu'elles soient reprises, mais j'ai choisi 3 passages qui ont un lien avec les paravents et qui peuvent nous éclairer sur la façon dont les paravents étaient perçus et utilisés.
Alors voici le premier, donc, qui date de 1419. Botan ondé vespéral. Takatomi, Shohei, le moine Yuyo et d'autres me rendent visite. Nous tenons notre réunion mensuelle de composition de poésie en chaîne, donc le Denga. C'est Takatomi qui préside. J'ai préparé simplement la pièce, la salle. J'ai retiré les cloisons coulissantes sur 4 baies du côté ouest afin d'obtenir une grande pièce de 8 baies avec le pavillon de la vie quotidienne. J'ai installé 2 paires de paravents le long de la pièce. Je suspends précautionneusement, en direction de l'ouest, le rouleau vertical du nom de Tenjin, tracé par le prince de la loi Myoho-in, avec, de part et d'autre, des images de pruniers. Devant, j'ai installé une table sur laquelle j'ai disposé un vase pour les fleurs, un encensoir, etc. Sur le côté gauche, au sud, j'ai suspendu un diptyque avec Kanzan et Jitoku. Devant, j'ai installé une table de style chinois sur laquelle j'ai disposé des vases pour les fleurs. Les participants se sont assis le long du sud et de l'ouest. Les subalternes se sont assis sur la galerie extérieure. Comme toujours, nous avons tous bu. Vous voyez, c'est un texte qui est très factuel, hein, qui est précis et avec un intérêt pour les emplacements, les directions, etc. Donc ça, c'est lié à des croyances. Et puis, je pense que ça peut resservir d'une année sur l'autre, ou d'un mois sur l'autre, lorsqu'il organise le même type de réunion. Souvenir, il y a un côté aide-mémoire, disons. Souvenir comment est-ce que quel aménagement avait été choisi lors des réunions poétiques précédentes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le prince a retiré ou fait retirer des cloisons coulissantes pour agrandir la pièce et il l'a décorée avec 4 paravents. Là, on comprend que les paravents sont utilisés par paire, mais donc il est possible d'en installer plusieurs pour occuper un espace assez grand. J'ai essayé de faire le calcul. Si les paravents mesurent à peu près 3,50 m de long, mais lorsqu'ils sont pliés, ça fait à peu près peut-être 2,50 m. Donc, ça doit occuper quand même à peu près une longueur d'une dizaine de mètres. Donc, on peut penser que ces paravents étaient placés devant les fusuma pour changer l'atmosphère de la pièce. Ou bien passer devant des espaces non décorés pour donner une atmosphère festive à l'occasion, à la réunion. Mais on voit que finalement, les paravents ne sont pas les éléments les plus importants. Ici, l'objet essentiel, celui qui constitue le centre de l'attention, ce qui est le plus noble, c'est les images sacrées ou les images, en tout cas de personnages. Donc le Tenjin, c'est je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est un lettré japonais qui a été divinisé, un très grand poète, et donc sa présence est adaptée à une réunion poétique. Alors, il n'est pas représenté sur un aspect humain, il est représenté avec son nom. Donc, c'est une calligraphie de son nom qui le représente. Et il est flanqué de peintures de prunier, donc en fait, c'est un triptyque. Il est flanqué de peintures de prunier parce que, de manière traditionnelle, à cause de plusieurs légendes, il est associé au prunier. Et là, on peut supposer que c'était des branches de prunier peintes au lavis d'encre dans un style chinois, certainement. Et les autres peintures qui sont signalées, c'est Kanzan et Jitoku, qui sont 2 moines chinois vénérés, très vénérés. Et Kanzan était un poète. Il a laissé des poèmes qui nous sont parvenus. Donc, c'est aussi un thème adapté à une réunion poétique. Donc, on voit que les paravents sont juste un élément de cette réunion, mais vous voyez, l'auteur n'a pas précisé le thème de ces paravents. Voici un autre exemple. En fait, les 2 autres exemples que je vais vous donner correspondent à 2 jours consécutifs. Donc, on est en 1432, lors de la fête de Tanabata. Beau temps. Pour les décorations de la fête de Tanabata, j'ai emprunté une paire de paravents figurant des pins au fil des saisons sur un fond d'or poli et un triptyque avec comme divinité principale le Bodhisattva Kannon. J'ai aussi emprunté un paravent figurant la mer, des bateaux et des pins qui appartient à Shinsho.
maître de discipline du temple Ho'olin. J'ai ainsi décoré la pièce. Donc là, on est dans un autre contexte, puisque c'est plus un contexte rituel. Mais les paravents là, qui sont donnés n'ont pas un sujet particulièrement sacré. On peut juste dire que le thème du paysage, du pain au fil des saisons, c'est plutôt un motif de bon augure. Hein. Le pain est lié à la longévité. Et puis, comme c'est un paravent ou une paire de paravents qui représente le fil des saisons, c'est un thème un peu passe-partout, disons. En fait, on peut l'utiliser à n'importe quel moment de l'année. Moi, mais ce qui m'intéresse ici surtout, c'est... Ah oui, alors d'abord, ça montre que les paravents ne fonctionnaient pas nécessairement par paire, puisque là, il y en a une paire et puis un troisième. Et aussi, ça montre que les paravents circulaient, en fait. On pouvait se les prêter, les emprunter, un peu comme les rouleaux horizontaux, verticaux. Donc, sont vraiment des objets qui sont destinés à changer de lieu d'exposition. Et ça, malgré leur poids ou leur côté encombrant. Mais là encore, l'objet le plus important dans le décor, hein, c'est le Bodhisattva Kannon, bien sûr. Alors, le dernier exemple, c'est donc le lendemain, beau temps. Il a commencé à pleuvoir en soirée. C'est un soulagement car il a fait chaud et sec ces derniers temps. Les gens sont venus tôt ce matin pour apporter des fleurs qui ont servi pour décorer la salle de réception. On a installé 2 paires de paravents autour de la pièce et on a suspendu dessus 7 peintures montées en rouleaux verticaux. On a aussi installé, entre autres, des étagères sur lesquelles ont été disposés différents objets, une table de style chinois, un encensoir et 50 vases pour les fleurs. Alors ça, c'est un passage qui est souvent cité parce qu'il est assez étonnant. Bon, on comprend que la pièce est décorée avec 4 paravents. Alors, sur lesquels, ça c'est le problème de traduction, en fait, les historiens étaient partagés au départ, hein, de la façon dont vous pouvez interpréter le texte. Là, j'ai repris, je pense, la traduction que notre groupe a choisie, et puis c'est celle qui, je crois, est considérée comme la bonne à présent. En tout cas, l'interprétation de ce texte est la suivante. Les paravents ont été posés à plat contre les fusuma, donc pas en accordéon, mais bien à plat, comme s'ils venaient se plaquer contre les fusuma. Et ensuite, des kakemonos ont été accrochés au paravent, ou alors ont été... De quelle façon est-ce qu'ils ont été accrochés? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont vraiment posés sur les kakemonos. Parce qu'à un moment donné, j'ai lu un article où l'historien disait « Oui, au début, je pensais que les kakemonos étaient accrochés aux poutres et étaient suspendus devant les paravents, mais l'interprétation qui l'emporte de nos jours, c'est que les kakemonos étaient bien montés sur les paravents. Alors, la raison, une des raisons pour lesquelles les historiens pensent ça, c'est que voilà, ils ont trouvé un autre document à peu près contemporain qui présente l'aménagement d'une cérémonie aussi de Tanabata. Et alors, vous voyez là, en fait, c'est difficile à voir, mais là où il y a la flèche, c'est marqué Kinbyo au bout, donc ça veut dire paravent à fond d'or, et il n'y a pas de zigzag. Donc, ils en ont conclu que, en fait, les paravents étaient bien disposés à plat et pas en accordéon. Alors ensuite, en fait, ces discussions reposent en histoire de l'art sur une question qui nous éloigne un peu de la question des paravents, mais je voulais quand même signaler parce que c'est intéressant. C'est la question de... comment dire, c'est des questions en fait stylistiques. Les paravents, s'il s'agit de paravents de type pain au fil des saisons ou la mer des bateaux et des pins, ce sont des paravents qui sont considérés comme des paravents de Yamatoe. Ce qu'on appelle le Yamatoe, c'est des peintures qui représentent le Japon et qui sont souvent avec des couleurs chatoyantes.
Et les paravents, en revanche, eux, seraient plutôt, pardon, les kakémonos dessus seraient plutôt des kakémonos avec des sujets chinois. C'est un peu ce qu'on voit ici. Ici, ce n'est pas un paravent, c'est un tokonoma, donc une alcôve avec un fond, avec un pain sur du fond d'or. Et dessus, on a suspendu un kakémono avec une branche de prunier qui est faite au lavis. Et donc, c'est cette peinture qui date de 1482, donc qui est assez proche de cette source. Ça montre comment est-ce que ces deux genres picturaux, alors des peintures, disons, de type japonais, de sensibilité japonaise, et des peintures de sensibilité chinoise sont juxtaposées. Donc, ça ferait partie des premiers témoignages de la juxtaposition de ce qu'on appelle le Yamatoe ou le Wa, et le principe plus chinois, on appelle parfois le kan, et dont cette image est un autre témoignage. Alors, voilà, c'est pour vous choquer, enfin pas vous choquer, mais pour vous étonner que j'ai présenté cette... alors c'est peut-être pas le bon moment de présenter cette œuvre, mais tant pis. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que à la lecture de ce qu'on vient de... Enfin, après avoir vu... comment dire, si on peut faire une synthèse à partir de ce qu'on vient de voir, les paravents ne sont pas vraiment regardés en fait. Et c'est ce que je vais vous montrer d'autres exemples où finalement les spectateurs ou les visiteurs ne regardent pas les paravents. En général, les paravents sont placés au dos. On est adossé aux paravents, on ne regarde pas. Et donc, je trouve intéressant de faire une comparaison avec la façon dont l'art occidental, la façon dont nous, occidentaux, on peut regarder les paravents. C'est-à-dire qu'en fait, on est tourné vers eux et on les regarde de manière attentive. Donc, ce n'est pas ce qui ressort des trois sources que je viens de vous citer. C'est un petit peu compliqué pour moi de ne pas vous voir. Je vais juste arrêter de partager. Ça va, vous suivez pour l'instant? Oui, je vois quelques... C'est toujours très désagréable de parler comme ça dans le vide sans voir les personnes. Donc, je vérifie que vous êtes bien là encore. Donc, je vais revenir au partage d'écran. Alors, je voudrais donc montrer quelques exemples d'œuvres dans lesquelles figurent des paravents. Et vous allez voir, donc, les paravents sont en général derrière les personnages, mais finalement, les personnages dans l'image ne les regardent pas. Alors ça, c'est un document qui est très connu, quand on parle de l'histoire de l'architecture ou d'histoire des paravents, il est constamment cité. Donc en fait, c'est un rouleau qui raconte la vie d'un moine, et cette œuvre fourmille de détails sur la vie quotidienne. Donc là, cette œuvre date de 1351. Elle présente un monastère saisi depuis un point de vue élevé. Et on voit donc, si on regarde depuis la droite, on commence avec le jardin, on entre dans le bâtiment, il y a une première galerie, et puis on entre dans la pièce principale, la pièce centrale. On est encore, vous voyez, au XIVe siècle, donc le sol n'est pas entièrement recouvert de tatamis. Donc le sol est recouvert de planchers et les tatamis sont disposés uniquement là où se tiennent les personnes. C'est une scène de repas où le personnage principal de ce rouleau, qui est encore un enfant, rend visite à un moine. Donc ce personnage est donc assis, on ne voit pas très bien, mais il y a une petite table devant lui, et le moine en face de lui, donc également assis avec sa table, en train de manger. Ici, ce qui m'intéresse, donc, c'est la présence de ce grand paravent, vous voyez, contre lequel est adossé le moine. Alors, il y a une différence, il y a quelque chose de très protocolaire dans cette représentation. Le jeune homme est du côté du jardin, donc c'est normal, il est de rang inférieur.
alors que le moine qui est de rang supérieur est assis plus à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est une façon de bien exprimer les différences hiérarchiques. Évidemment aussi, ils sont assis sur deux tatamis différents, donc ça appartient à deux espaces différents. Et puis, le moine ici, il est donc entouré par un paravent qui, en quelque sorte, magnifie son espace. Donc, on peut dire que le paravent, là, il est destiné à magnifier l'espace où se trouve, où siège ce moine. Mais on peut aussi considérer que c'est une façon d'honorer le visiteur en décorant magnifiquement l'espace du repas. Donc, il y a plusieurs manières d'interpréter la présence de ce paravent, mais ce qui est certain, c'est que là encore, il n'est pas pérenne. Hein. Il a été installé spécialement pour ce repas. Alors, voilà le détail. On voit que c'est plutôt apparemment un sujet chinois, probablement lavis d'encre avec des couleurs légères. Hein. Mais c'est plutôt un sujet chinois qu'on voit ce type de pont fait penser à des motifs chinois, puis les oies aussi sauvages. C'est quelque chose qui provient de la poésie chinoise. Là, c'est toujours le même rouleau, mais en fait, il y avait deux. C'est un ensemble de plusieurs rouleaux. Il y en a deux qui ont été perdus et qui ont été refaits. Donc, cette scène a été faite en 1482. Le précédent avait été fait en 1351. Et donc les choses ont un peu évolué. C'est aussi une des raisons pour lesquelles cette œuvre est souvent utilisée, parce qu'elle présente deux aspects de l'évolution de l'architecture, donc entre 1351 et 1482. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est comprise. Ici, ce qui m'intéresse, c'est, vous avez compris, je pense, c'est ce paravent devant lequel sont assis deux hommes, un moine et puis probablement un noble. Donc là encore, vous voyez, ils ne regardent pas le paravent, hein, ils sont adossés en quelque sorte, ils sont adossés à ce paravent. C'est probablement le paravent a été installé pour honorer probablement ce moine qui a été invité parce qu'il y a un accouchement. Je vais revenir là-dessus, mais sur la pièce d'à côté a lieu un accouchement. En fait, c'est le début. Hein. Vous voyez, c'est rouleau 1, section 1. Donc, c'est le tout début de l'œuvre, c'est la naissance du personnage principal. Et donc, certainement, pour honorer ce moine, on a installé un paravent. C'est un peu comme quand on a un visiteur de marque. On range la maison, on met des fleurs. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et puis pour nous spectateurs, ça nous permet de comprendre que ce sont des personnages importants. Voilà, ça c'est un paravent. Vous voyez, ça c'est un paravent. Donc des peints sur un fond d'or. Donc voilà, un vrai paravent qui a subsisté, donc, qui date probablement du XVIe siècle et qui donc représente des peints sur un fond d'or. Jusqu'à il y a 30-40 ans, on considérait que les paravents à fond d'or, c'était des paravents qui dataient nécessairement de ce qu'on appelle de l'époque Momoyama, donc autour de 1600. Et puis, à partir des années 80, il y a eu des travaux qui ont révisé tout ça. Et donc, maintenant, on considère que certaines œuvres sont plus anciennes. Donc, celle-ci daterait du XVIe siècle. Ah oui, et je voulais aussi vous dire que j'ai trouvé pas mal d'images sur cette base, ça s'appelle Colbase, qui est la base des musées nationaux. Donc, ça peut vous intéresser pour retrouver des images, parce que vous voyez, elles sont de très très bonne qualité. Alors, là, ici, oui, maintenant, on va regarder le détail. Donc là, c'est Là aussi, dans cette scène d'accouchement, on ne voit pas, mais ça se passe derrière ce rideau. Donc,
la pièce a été... les personnes ont créé un espace intime en disposant des paravents. Donc là, on voit, c'est un paravent, on reconnaît, il a aussi, on reconnaît le papier particulier qui est toujours appliqué au dos. Ici, là, ce qui est particulier aussi, c'est que les paravents sont blancs, avec quelques motifs, mais ils sont fondamentalement blancs. Les femmes sont vêtues de blanc aussi, et vous voyez, il y a un rideau blanc. Donc ça, c'est typique des moments, des scènes d'accouchement. On sait ça d'après les sources aussi. Lorsqu'il y avait un accouchement, on installait des paravents blancs. En fait, tout devait être blanc, tout devait être tendu de blanc. C'est pour assurer la pureté de l'espace. C'est un moyen de s'assurer que les mauvais esprits étaient chassés. Et donc, pour nous, spectateurs, ça nous permet de bien comprendre qu'il s'agit d'un accouchement. Donc, c'est pour synthétiser. Donc, le paravent ici est destiné à créer un espace intime, délimité, créer un espace intime, un espace entièrement féminin, et donc créer aussi un espace de pureté. Voilà, ça c'est un paravent d'époque d'Edo, de la fin de l'époque d'Edo, en fait, c'est le seul paravent de ce type-là qui est subsisté, hein, d'après ce que j'ai trouvé. Donc, c'est un paravent dit blanc à fond blanc, un motif blanc sur fond blanc. En fait, au départ, le papier était blanc aussi, mais il a jauni. Donc, pour cette raison, les motifs sont plus apparents, mais on devait moins bien les voir initialement. Et donc, du coup, on voit que ce sont des motifs de bon augure qui sont adaptés, là encore, au moment de la délivrance. Donc, on voit un pin, des bambous et des grues. D'après là, ce que j'ai lu, en fait, il ne subsiste que 2 paires de ce type-là, dont l'une est en mauvais état, et donc c'est la seule qui subsiste qui est en bon état. Et la raison, en fait, c'est que les paravents qui servaient pour les accouchements étaient ensuite détruits. C'est pour ça qu'il ne subsiste que celui-ci, qui est très beau. Alors, vous allez trouver que je saute d'un thème à l'autre, un peu curieusement, mais à l'autre bout de la vie, il y a la mort. Et en fait, en préparant cet exposé, j'ai appris qu'il y avait un usage particulier des paravents, qui lui est beaucoup plus récent. Alors, autant l'usage de tendre de blanc la pièce où a lieu de l'accouchement remonte au moins à l'époque de Heian, peut-être 10e siècle. Là, il faudrait vérifier exactement. Autant la pratique que je vais vous présenter, je pense qu'elle est plus récente. Probablement, enfin, je pense qu'elle date de l'époque d'Edo, peut-être même de la fin de l'époque d'Edo. Donc ça, c'est une peinture que j'ai trouvée sur le site du musée d'ethnographie de Leiden, aux Pays-Bas. Ça s'appelle La vie d'un homme. Et donc, plus que les derniers moments, là, l'homme en question est mort. Et ce qui m'a intriguée, c'est ce paravent. Vous voyez, donc en fait, la personne de mort est ici, sur son feuilleton. Il y a un moine, un moine qui est en train de frapper une sorte de bol et réciter probablement des prières. Et vous voyez le paravent, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude des idéogrammes chinois, c'est peut-être pas évident, mais en fait, il a été mis à l'envers. Donc il y a un terme en japonais, sakasa dobu, qui veut dire le paravent est mis à l'envers. Paravent disposé à l'envers, c'est une pratique que l'on utilise uniquement, enfin c'est une pratique funéraire, parce qu'en fait, au moment de la mort, tout est à l'envers. Je n'ai pas réussi à trouver de bonnes explications, donc là il faudrait faire plus de recherches, mais je trouvais intéressant de voir que voilà, le paravent a un usage particulier au moment de la mort aussi. Et là, c'est toujours dans cette même série, le lavage du corps. Donc, c'est un cadavre qui est en train d'être lavé. Et là, il y a un paravent aussi. C'est moins clair. C'est un détail. Donc là, c'est la tête qui est représentée. Et si on l'inverse, on le remet à l'endroit en quelque sorte, on comprend que c'est un paravent de paysage avec une montagne et puis des bambous. Donc, là encore, le paravent a été mis à l'envers. C'est les seules images que j'ai trouvées sur ce thème-là. Je trouvais que c'était assez intéressant. C'est pour ça que je voulais les partager avec vous. Alors, comme le temps
avance, je vais peut-être aller un peu plus vite. J'aurais voulu vous montrer d'autres images. Bon, là, ça, c'était une image dans un émaki autour de 1500, donc un rouleau narratif autour de 1500, et on voit un homme qui est en train de dormir, il rêve apparemment. Un Bouddha qui s'approche de lui en rêve, et donc on voit, sa couche est entourée d'un paravent, donc là c'est une façon encore de créer un espace intime autour de soi, un peu un espace protecteur. Là, c'est d'autres usages que j'ai trouvé un peu en faisant des recherches. Je trouvais amusant de voir un paravent qui est posé sur une embarcation. C'est un peu instable, à mon avis. C'est une scène du dit du Genji. Et je pense que c'est une façon de de créer une séparation entre les deux amoureux et puis cette femme qui est en train de faire naviguer l'embarcation. Et là, ce sont des marionnettistes et qui jouent des marionnettes devant un paravent. Alors, on voit, c'est un paravent qui est à plus de dos. Voilà, c'est un usage très particulier, enfin, je pense, de paravent. Et encore un autre usage, le paravent qui sert de porte-manteau en quelque sorte. Ça peut paraître étonnant, mais bon, ça fait partie des... C'est pas uniquement, disons, enfin, je pense que dans la réalité, on pouvait utiliser les paravents comme ça. Alors maintenant, je voudrais parler des... Alors, ça va, toujours? Tout le monde a fermé. Donc voilà, je vais maintenant passer à la deuxième partie, donc, qui sont je vais vous présenter quelques œuvres. Après avoir vu ces différents usages possibles, donc je voudrais présenter quelques œuvres. Donc en s'interrogeant sur la façon dont la surface particulière du paravent peut déterminer la composition. Mais avant ça, je voudrais quand même parler des figures, des thèmes qui sont abordés dans les paravents. Et puis, comme on parle des paravents, moi, je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette œuvre qui est tout à fait extraordinaire, qui est une paire de paravents de paravents. Elle se trouve au Metropolitan Museum à New York. Elle est unique, je crois. Je ne connais pas d'autres œuvres de ce type-là, même si c'est une œuvre qui date du XVIIIe, c'est une époque, fin XVIIe, XVIIIe, où on s'interroge beaucoup sur les genres picturaux. Il y a beaucoup de jeux qui apparaissent avec des peintures dans la peinture. C'est quelque chose qui est assez fréquent au Japon, mais qui devient, je pense, beaucoup plus fréquent à cette époque. Alors, je me suis amusée à essayer d'identifier les thèmes, puisque finalement, c'est un petit peu comme un catalogue de thèmes. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler un monozukushi. Un monozukushi, c'est un procédé en littérature qui consiste à énumérer une énumération. Et donc, c'est un petit peu c'est une sorte de monozukushi, donc c'est une sorte d'énumération ou de catalogue de paravents. Alors, voilà, ici, il y a un paravent. Pour regarder. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc, vous allez voir, c'est le Genji, le dit du Genji. Ça, c'est le dit des Heike. Ça, c'est un thème chinois. Donc, là, c'est un paravent qui représente des scènes du Genji. Il y a 1, 2, 3, peut-être 4 scènes. Donc, c'est une œuvre avec donc plusieurs scènes multiples, un paravent à scènes multiples. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au centre, il y a des fleurs de cerisier. Je pense que c'est volontairement que le peintre a mis ce paravent avec cette scène de fleurs de cerisier sur la droite. Et on va comprendre après pourquoi. Alors celui-ci, c'est une scène du dit des Heike, un épisode très connu. Donc le dit des Heike, c'est un texte, un récit épique qui raconte une longue guerre qui a mis aux prises 2 clans guerriers à la fin du XIIe siècle. Et ce paravent représente un épisode particulièrement fameux, enfin une bataille particulièrement fameuse plutôt, qui s'appelle la bataille d'Ichinotani. Et dans cette bataille, il y a plusieurs épisodes. Donc là, il a mis en valeur l'épisode au cours duquel des chevaux dévalent une falaise. C'est
vraiment, c'est immédiatement reconnaissable. Et pour revenir à cette peinture, je me suis demandé si c'était cette bataille qui était figurée, mais en fait non, c'est la bataille de Yashima, qui est une autre bataille d'Hideheke, qui est également fameuse. Donc, il est possible que James Tissot ait vu un paravent de cette bataille aussi, puisque cette bataille et celle qui est représentée ici sont formes en général des pairs. Donc, on a donc deux thèmes, disons, de la peinture d'inspiration japonaise, avec, vous voyez, des couleurs très vives et puis beaucoup d'or. Et par contraste, ici, un thème de la peinture chinoise, avec donc sur le plan stylistique très différent, puisqu'il s'agit de peinture à la vue d'encre avec des couleurs légères, un peu d'or, mais de manière moins présente. Je pense que le sujet, c'est le lac de l'Ouest, hein. Mais bon, là, il faudrait vérifier. Ça, c'est le deuxième paravent, le paravent de gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là encore, le peintre continue à énumérer les différentes manières finalement de représenter. Donc, on a vu, peut-être revenir en arrière, là, un paravent avec multiscènes, un paravent avec une seule scène, enfin une seule bataille, mais en fait plein de petites scènes qui sont représentées. Et là, un paysage. Disons que là, c'est des scènes qui se situent dans des moments et des lieux différents. Là, c'est une bataille. Donc, d'un point de vue topographique, c'est un seul espace unifié, mais avec plusieurs petits épisodes. Et là, c'est juste un grand espace, donc un grand paysage. Donc là, sur le paravent de gauche, d'autres modalités encore de représentation qu'on rencontre souvent sur les paravents. Donc d'abord, un paravent avec des éventails dispersés. Donc en fait, sur le paravent ont été collés des éventails. Alors évidemment, c'est de manière fictive. Ici, tout est peint, mais un vrai paravent de ce type, sur un vrai paravent de ce type, soit les éventails ont été collés, soit ils ont été peints. Les deux sont possibles. Et ça, c'est une sorte de mise en abîme, puisque déjà, cette œuvre présente des paravents dans un paravent, et là, on a donc des peintures sur un paravent, figurées dans un grand paravent. Ici, certainement un paravent qui représente des scènes du Genji, avec, là, cette fois-ci, l'automne qui est évoqué, avec ces bosquets d'arbres reconnaissables à leur feuillage rougi. Je pense que là, c'est vraiment volontaire. Il a mis sur le paravent de droite, qu'on a vu tout à l'heure, des fleurs donc de printemps, hein, des fleurs de cerisier, et là, un feuillage rougi. Donc, or, souvent, les paravents opposent le printemps et l'automne, et le printemps est à droite et l'automne est à gauche. Et on retrouve derrière ces deux paravents qui sont plutôt de sujet japonais, il y a un autre paravent à sujet chinois. On ne voit pas très bien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la lune qui est figurée. Or, la lune est associée à l'automne. Donc, il y a une vraie... on peut dire que ce paravent ici est plutôt associé au printemps, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que là, ce sont des plants d'automne. Donc, ça devient compliqué. En tout cas, ici, il y a une scène qui est liée à l'automne et ici, une scène qui est liée à l'automne aussi. Donc, je pense qu'il y a quand même peut-être une volonté d'opposer ces deux... oui, ce paravent de droite et ce paravent de gauche. Mais bon, l'objectif premier, c'est de présenter une sorte de catalogue des différents thèmes et styles qui étaient traités à l'époque d'Edo. Alors, je voudrais présenter les grands modes de composition des paravents. Ce que je pourrais faire, c'est... Ah, pardon, je me suis trompée. Je voulais vous montrer, c'est un document que j'ai trouvé sur Internet.
qui provient du musée d'art asiatique. Ça, je pourrais le mettre dans le chat, enfin, si vous voulez, ou je le donnerai à Madame à Ambre pour qu'elle vous le fasse suivre. Attendez, il faut que je le trouve. Voilà. Je trouve que c'est un document intéressant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est des différents types présente les différents types de compositions et différentes sortes de paravents avec les différents types de panneaux. C'est à usage très pédagogique, mais je trouve que c'était plutôt pas mal fait. Donc, je vous l'enverrai. Ça peut vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les paravents. J'ai un petit peu suivi ça. Ça m'a donné des idées, disons, pour présenter la deuxième partie. Donc, différents types de compositions. Donc là, c'est un paravent qui représente des activités au fil des mois. Donc, vous voyez, chaque scène occupe un panneau. Je dirais qu'il n'y a pas de... Voilà, parce qu'ils sont 12, donc ça fait bien 12 panneaux pour les 12 mois. On voit le passage des saisons. Donc là, on voit bien... L'hiver est toujours bien reconnaissable à la neige. Donc là, ce sont les activités agricoles qui sont figurées. Il n'y a pas de dialogue particulier entre les images. On peut considérer que chaque image est autonome. Il n'y a pas de... L'artiste n'a pas particulièrement cherché à tirer parti du dispositif. Je pense que c'est juste un... Voilà, je ne trouve pas ça spécialement intéressant, disons. C'est pas comme là, où, comme vous vous souvenez, où il y avait une alternance déjà d'un panneau à l'autre. Alors, j'aurais aimé vous montrer d'autres images de ce type-là, mais je n'ai pas réussi à en trouver. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas pu faire de scan parce que je ne suis pas chez moi. Alors, l'autre type d'utilisation du paravent, disons le grand type de composition, qui propose une lecture double ou triple, ce sont les paysages au fil des saisons, notamment les paysages au fil des saisons au lavis d'encre, qui sont vraiment intéressants. Donc, on peut le regarder comme un grand paysage, on peut l'aborder globalement, avec un point de vue, donc le point de vue est élevé. Mais on peut avoir une lecture de la droite vers la gauche avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, c'est une lecture dynamique. L'été ici, c'est pas toujours facile de reconnaître les saisons. Là, on peut dire que l'été est reconnaissable à ces saules pleureurs qui sont légèrement verts. C'est du lavis d'encre avec des couleurs légères. Et puis, il y a une chose qui est toujours reconnaissable, c'est la lune, qui est toujours disposée sur un des deux premières feuilles. Et la lune est toujours associée en Asie orientale à l'automne. Et puis, l'hiver est reconnaissable à la neige, qui est rendue par de la réserve sur un fond foncé. Et voilà, là, on voit le détail de l'été avec les saules qui sont un peu verts. Et là, on voit bien la neige rendue en réserve sur un fond foncé. Donc, du coup, en fait, cette peinture, elle figure un grand territoire, donc un espace qui est unifié, mais sur lequel passent les saisons. Et aussi, il oppose donc, le jour et la nuit. Donc, on a le paravent de droite qui représente la journée avec ses activités et la nuit, le paravent de gauche avec la nuit, avec la lune et donc la neige qui brille en fait dans l'obscurité. Donc ça, c'est vraiment typique, ces différentes lectures qui sont possibles. Alors, on pourrait ajouter aussi, ce qui est important, c'est que peut-être avant de ça, ces œuvres souvent optent pour une composition qui va perdurer, c'est-à-dire que les éléments les plus lourds sont repoussés aux deux extrémités du paravent. Vous voyez ici, les éléments les plus lourds, ce sont les montagnes qui sont placées au premier plan, qui sont donc repoussées aux deux extrémités. Et les éléments les plus légers, qui sont les montagnes
au fond, qui sont représentées en perspective atmosphérique, occupent le centre. Donc ça provient en fait de la peinture chinoise, ce qu'on appelle la composition en diagonale. Alors en Chine, il n'y a pas de paravents, en tout cas de ce type-là, il n'y a pas de paravents de ce type-là qui ont subsisté. Donc ça, c'est une invention japonaise, mais qui est une sorte de transposition sous la forme de paravent, de thèmes chinois. Alors, voilà, j'ai pas de très très bons exemples, mais ça, c'est un exemple de composition en diagonale. Vous voyez, les éléments les plus lourds sont placés sous une diagonale. Là, on voit un personnage qui regarde dans le lointain. Et là, le lointain est vide. Là, la même chose. Les éléments les plus lourds sont placés sous la diagonale et le lointain est vide. Là aussi, les éléments les plus lourds sont placés sous la diagonale et au-delà de la diagonale, il y a des montagnes, mais qui sont présentées en perspective atmosphérique. Donc, si on revient à la peinture précédente, on retrouve ce type de composition. Donc ça, c'est quelque chose qui va imprimer sa marque très fortement sur les paravents par la suite. Les éléments les plus lourds pouvant être très variés. Ce n'est pas nécessairement des montagnes, mais ça peut être souvent, ce seront souvent des arbres. Je vais vous montrer des exemples. Voilà, ça c'est une œuvre de Seishu. C'est un des plus grands peintres japonais qui est mort en 1506. Alors là, les photos ne sont pas très bonnes, mais vous voyez, les éléments les plus lourds, c'est-à-dire les arbres, sont placés aux deux extrémités. Et puis, on a encore le passage des saisons de la droite vers la gauche. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est peut-être la façon dont la surface est divisée en deux. Alors, il faudrait aussi regarder comment est-ce que le peintre a travaillé, comment dire, les panneaux, les feuilles deux par deux, puisqu'il faut toujours imaginer, enfin, c'est toujours un peu le problème quand on voit un paravent à plat, il faut essayer d'imaginer comment est-ce qu'il serait s'il était disposé en accordéon. Et pour en fait, le mieux, enfin, moi c'est comme ça que je procède, je crée des unités. Donc j'estime que les deux premiers volets, les premières feuilles constituent une unité, les deux autres une autre unité et les deux autres une autre unité. Puisque en accordéon, ces deux volets, ces deux feuilles vont être placées en face, en vis-à-vis, ces deux-là en vis-à-vis, ces deux-là en vis-à-vis, etc. Et là, on comprend que dans la composition, le peintre a vraiment fait en sorte que chaque unité ait un sens. Vous voyez, là, l'arbre, avec ce tronc, ça a un sens. Là, ce n'est pas toujours particulièrement visible, mais la branche, vous voyez, elle ressort, elle disparaît au-dessus de la deuxième unité et elle réapparaît dans la troisième. Là aussi, on voit bien l'essentiel de l'arbre se trouve sur la première unité de la gauche. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver et que je voudrais examiner avec vous d'autres exemples. Là, on voit bien donc première unité, deuxième unité, troisième unité. Là, par exemple, c'est un paravent qui se trouve au Metropolitan Museum qui présente des singes dans un paysage. Et on peut considérer que c'est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais bon, on retrouve quand même des éléments plus ou moins lourds, en tout cas l'idée d'encadrer en quelque sorte cette œuvre par des arbres, un arbre complètement à droite, un arbre complètement à gauche, et ce ne sont pas vraiment des éléments plus légers, mais on peut dire que les arbres ici remplacent les montagnes. Et si on regarde la façon dont les singes sont regroupés, effectivement, là, ils fonctionnent ensemble, ceux-là, vous voyez, avec ça, leur grand bras qui dépasse, donc c'est une autre unité, etc. Ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que ce mode de composition, en fait, il concerne finalement qui concerne la plupart des paravents, enfin beaucoup de paravents, quel que soit leur sujet. Donc on a vu du paysage, des animaux, là ce sont des hommes. C'est une paire de paravents qui représente les quatre passes tendues lettrées. Donc les quatre passes tendues lettrées, c'est un des thèmes majeurs de la peinture chinoise qui a été adopté au Japon et qui est devenu aussi, qui a été même parodié.
Donc, c'est un thème qu'il faut connaître. Donc, les 4 passe-temps, ce sont, alors c'est Kinki Shoga, donc la musique, c'est ce qu'on voit ici, deux personnages un qui a certainement un koto, donc un luth dans un étui. Là, ce sont des gens qui doivent jouer au go. Attendez, parce que je ne vois pas très bien en fait moi-même. En tout cas, les 4 passe-temps, c'est la musique, le jeu de go, la calligraphie étant associée à la poésie, et ga, c'est la peinture. Là, il y a 4 groupes de personnes, donc ça doit correspondre à ces 4 passe-temps. Donc là, vous voyez que les éléments les plus lourds sont aussi placés aux extrémités et le centre est quasiment vide. Et les personnages sont aussi réunis par chaque pas sur une unité. Bon, je vous ai dit que je n'allais pas vous parler du style, la touche, etc., parce que ça nous emmènerait trop loin. Évidemment, chaque œuvre pourrait faire l'objet d'un commentaire beaucoup plus développé. Là, on est cette fois-ci dans un mode de composition complètement différent. On peut dire que tout est mis sur le même plan. Il n'y a pas je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des éléments les plus lourds qui seraient sur l'extrémité. C'est une représentation d'un pont donc, qui occupe l'espace central et avec des arbres, 4 arbres, qui sont 4 saules, qui évoquent le passage des saisons. Mais c'est pas très... je ne suis pas... En fait, je n'ai peut-être pas choisi le bon exemple, parce qu'il y a des exemples où le passage des saisons est plus net, et là, je ne suis pas sûre qu'en fait, celui-ci, il y ait un passage des saisons. Je suis désolée, j'aurais dû mieux choisir. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'il y a d'autres types de compositions qui ne cherchent pas spécialement à suivre la composition en diagonale de la peinture chinoise. C'est juste pour le plaisir. Avec ici, ce qui est intéressant, c'est la lune qui a été appliquée, qui est une plaque de cuivre qui est appliquée sur la peinture. Là, c'est encore ce type de peinture qui occupe de manière apparemment uniforme l'espace. Donc, ce sont des ménates. Alors, apparemment, c'est un thème. Là, je me contente de dire ce que j'ai trouvé sur le site du Metropolitan Museum. C'est un type d'oiseau qu'on ne trouve pas au Japon, mais qui est en Asie orientale, dans la littérature en Asie orientale, et emblème d'honnêteté, de pensée indépendante, de résistance contre l'injustice. Et donc, c'est une œuvre qui pourrait être interprétée de manière politique. Mais en fait, on n'en sait pas plus. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que le peintre a disposé les oiseaux. Vous voyez, en fait, il a vraiment conçu l'œuvre en tenant compte de ces unités. Là, vous voyez, les oiseaux semblent un peu disons, circuler, enfin, tourner sur eux-mêmes. Là, ils sont en parallèle, alors que là, ils vont un peu dans tous les sens. Là aussi, le mouvement est identique. Là, il dessine encore une sorte on a l'impression qu'ils volettent dans tous les sens ou qu'ils font une sorte de ronde. Et là, ils volettent tous dans le même sens. Donc, le peintre a vraiment conçu cette œuvre en tenant compte de la disposition en accordéon, avec la partie basse qui est peut-être plus comme une frise. Alors, j'ai choisi celui-ci parce qu'il y avait une photo sur le site du Met de l'œuvre posée en accordéon. Vous voyez mieux peut-être, enfin, c'est ce que j'ai voulu dire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le fait que l'œuvre est disposée en accordéon, ça crée une sorte de profondeur et ça donne beaucoup plus l'impression que les oiseaux volettent dans tous les sens. On a presque l'impression qu'ils tournoient, pas simplement dans le sens dans le champ, disons, de l'image, mais on a presque l'impression qu'ils sortent de l'image. Encore un autre type de composition, où là, cette fois-ci, le motif, il occupe le centre de l'image.
Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Là, ce que je voulais dire en fait pour celle-ci, c'est les motifs occupent le centre de l'image et puis ce qui intéresse le peintre, c'est l'opposition entre les deux. Là, on a un prunier blanc et un prunier rouge. Donc ça, c'est un thème qui a été repris de Ogata Korin. C'est un peintre, Sakai Hoitsu, c'est un peintre du courant des Rimpa. Je pense que vous connaissez puisqu'il y a eu plusieurs expositions au musée Cernuschi sur ce courant. Et donc, là ici, les paravents sont là pour l'effet de contraste. En fait. C'est ça qui intéresse, je pense, le peintre. Donc, je vais vous montrer d'autres exemples d'effets de contraste qui ne peuvent peut-être pas être évidents comme ça au premier abord. Ça, ce sont deux paravents qui illustrent des scènes du Genji, du Genji, que j'aime bien présenter parce que déjà, le peintre Kano Tanryo, c'est un des plus grands peintres du XVIIe siècle. Et c'est un peintre qui a été formé à la peinture chinoise. Donc, la composition, déjà, elle reprend la composition en diagonale avec les éléments les plus lourds qui sont aux extrémités. Et vous voyez le centre qui est qui est presque vide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chaque paravent représente une scène du Genji. Alors, pourquoi avoir apparié ces deux scènes? En fait, parce que celle-ci, à droite, elle se passe dans une lande à l'automne. Il y a des montagnes, on est près de Kyoto, alors que celle-ci se passe au bord de la mer. Donc, il y a l'opposition, la lande et la mer. Et puis, dans les deux cas, il s'agit d'une sorte de pèlerinage à un sanctuaire shinto. Donc, dans les deux cas, il y a un torii. Vous voyez ici le portique, ici également le portique. Mais ici, ce portique, il est en bois simplement écorcé, on l'appelle le torii noir, alors qu'ici, c'est un torii plus classique qui est recouvert de rouge. Et donc, ici, c'est l'automne, on reconnaît aux plantes, et là, en fait, la scène se déroule au printemps. Donc, on a cette opposition de printemps et automne. Donc là, le peintre a vraiment joué sur ce côté, sur le fait que c'est une surface qui est double. Alors, d'autres exemples, j'ai choisi un peu au hasard de ce que j'avais dans ma photothèque. Moi, je trouve que le peintre a un petit peu joué encore sur cette opposition, même si c'est un paysage peut-être continu. Mais bon, vous voyez ce rocher fantastique avec au-dessus de la mer. Et là, au contraire, ce serait plutôt la terre qui est plus apaisée avec des rochers avec des formes différentes. Donc, il y a une opposition informelle entre les deux. Donc, Nagasawa Rosetsu, il est souvent considéré comme un des trois excentriques du XVIIIe siècle. Vous connaissez tous Ito Jakuchu, qui a fait l'objet d'une magnifique exposition en 2018, Petit Palais. Donc Nagasawa Rosetsu, c'est un des autres grands peintres du XVIIIe à côté de Ito Jakuchu. Et voilà une autre œuvre toujours de Rosetsu, qui très clairement aussi joue sur l'opposition entre deux motifs, avec donc à droite un éléphant blanc et à gauche un buffle gris. Les deux partageant quand même un élément, ce sont des animaux qui sont gigantesques et qui ont du mal à s'insérer dans l'intérieur du paravent. Le peintre aussi a joué sur l'opposition entre le grand et le petit, avec, vous voyez, le petit chiot qui est presque écrasé par le buffle, et là les corbeaux qui sont sur le dos de l'éléphant. Donc là, en fait, c'est des peintures que j'emprunte à un collègue, Matthew McKelway, qui m'avait prêté un PowerPoint, et je me suis permise de lui reprendre ces images. Voilà le détail du petit chiot. Là, un autre
Alors, une autre œuvre, j'ai essayé de trouver d'autres œuvres qui un petit peu différentes et en même temps sur lesquelles, manifestement, le peintre avait tenu compte je pense, de la pliure. Alors, j'ai oublié de traduire en français. Donc, c'est un peintre qui s'appelle Kusumi Morikage. Kusumi Morikage, c'est une des peintures les plus célèbres, certainement du XVIIe siècle. C'est un peintre qui a été formé à l'école Kano et qui a un peu pris son indépendance. Et cette œuvre, les Japonais l'adorent. Elle représente une famille de gens très simples, des paysans, qui prennent le frais en été. Vous savez qu'au Japon, il fait très chaud en été, donc c'est presque une peinture qui donne un sentiment de fraîcheur. Voilà le détail de la famille. Comme c'est l'été, ils sont vêtus de manière très légère. Donc l'homme a un vêtement en gaze, on voit son corps à travers la gaze, et la femme est simplement vêtue d'une sorte de juste l'étoffe tourée autour de comment dire de ses hanches, et l'enfant est également à moitié dénudé. Voilà un détail, ce que j'ai pu obtenir sur le site du Musée national de Tokyo. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment le peintre a représenté de manière différente l'homme, avec des lignes plus épaisses, et la femme, au contraire, avec des lignes beaucoup plus fines. Et donc, ils prennent le frais sous des volubilis qui sont reconnaissables en fait à leur gourde. Ce sont des fleurs qui sont plutôt associées au quartier populaire, et parce que les fruits ne sont pas très beaux avec ces gourdes. Et c'est le soir, et donc ils observent, ils regardent la lune. Et le fait que le paravent soit disposé puisse être plié, je trouve que ça donne vraiment le sentiment qu'ils sont juste en train de regarder la lune, ou que la lune les protège. Enfin, il y a quelque chose de différent si on le regardait à plat. J'ai choisi aussi ça parce que j'ai trouvé sur Internet une photo de ce paravent plié. Celui-ci, par contre, je n'ai pas trouvé de photo de paravent plié, mais je pense que si on le voyait plié, il aurait beaucoup plus d'effet. C'est une œuvre par le troisième peintre dit excentrique du XVIIIe siècle, Sogasho Haku. Et il représente un personnage chinois qui est connu pour sa force et sa capacité à éloigner les démons. Et donc là, il a réussi à attraper un démon en le piégeant dans une toile d'araignée. Là, très clairement, le peintre, alors c'est un paravent juste à 2 volets, et donc il y a une opposition formelle entre la façon dont il a représenté Shoki avec une brosse, travailler les contours avec juste une brosse, avec ce qu'on appelle des blancs volants, et au contraire, le démon qui, lui, est travaillé de manière beaucoup plus minutieuse. Et si le paravent est plié, j'imagine qu'on a vraiment le sentiment qu'il est en train de l'attraper. Ils se font face, ils dialoguent. Ce que ne rend pas le paravent lorsqu'il est posé à plat. Je me suis dit je ne pouvais pas vous montrer le paravent Hikone, qui est un des paravents les plus célèbres de la peinture japonaise, qui est qui représente les 4 passe-temps du lettré transposés dans un quartier réservé. Donc, les 4 passe-temps du lettré, donc il y a la musique, le jeu de Go, là, ici, qui est remplacé par le jeu de Jacquet. Bon, ici, la musique, c'est le shamisen, donc c'est un instrument qui est typique de l'époque d'Edo. Donc, le jeu de Jacquet qui remplace le jeu de Go. Et puis, la calligraphie qui est ici est évoquée par une femme qui est en train d'écrire une lettre d'amour. Et la peinture qui est évoquée par ce paravent dans le paravent. Peut-être un petit peu mieux. Donc, la femme qui écrit sa lettre, la musique et le jeu de Go et le paravent. Voilà. Et
là encore, la peinture, le peintre a respecté ce principe, en quelque sorte des unités, visiteurs, les personnages ici qui se font face, et puis la dernière partie où ils se font face aussi. Alors, il faut imaginer, par exemple, ici, si le paravent, si ces deux feuilles sont pliées, on aura vraiment l'impression que cette jeune fille, elle parle à ce personnage ou vice-versa. Peut-être que là, on verra mieux. Oui, ils sont vraiment passés l'un en face de l'autre, et donc la pliure rendra le dialogue beaucoup plus visible. Donc, c'est la seule photo que j'ai trouvée. Elle n'est pas de bonne qualité, mais elle permet un peu mieux de comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, ici, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de se parler. Peut-être même, on a l'impression qu'elle, elle est devant, enfin, elle joue. Enfin, on voit bien le cercle, disons, que forment ces personnages. Là aussi, hein, ces deux personnages qui donnent vraiment l'impression qu'ils sont en train de se parler. Je vais terminer avec cette œuvre. Alors, je ne sais pas si de nouveau encore, on voit bien là, la façon dont le peintre a utilisé les unités. Et en fait, ce qui m'amusait, c'est encore une parodie du Kinkishoga, donc des 4 passe-temps du lettré. Il faudrait retrouver les différents passe-temps. Mais ce que je voulais vous montrer, là, c'est comme passe-temps la peinture, et on voit un petit garçon qui est en train de regarder la peinture. Et vous voyez, il y a la pliure. Donc, le peintre a certainement fait en sorte que, il a fait exprès de disposer ce petit garçon avec la tête tournée vers la droite de ce côté-ci, comme ça, on a beaucoup plus l'impression qu'il est en train de regarder la peinture. Et pour terminer, je voulais montrer, de nouveau revenir à la peinture occidentale, terminer avec ce tableau de Whistler qui présente une femme qui est en train de regarder des estampes japonaises, et en fait ce sont des vues de Hiroshige. Donc en fait, c'était pour faire un sorte d'hommage rendre hommage à l'exposition qui a lieu en ce moment au musée Cernuschi, et elle regarde ces vues de Hiroshige devant un paravent du Genji, hein, avec différentes scènes. Et je trouve que finalement le peintre a bien compris l'utilisation des paravents au Japon, puisque là, c'est un paravent du Genji qui crée une sorte d'atmosphère japonaise, puisque tout est japonais, hein, le vêtement, elle est assise. Alors, c'est un peu difficile de comprendre comment est-ce qu'elle est assise, mais elle est quand même assez bas sur le sol. En tout cas, c'est un usage qui est plus proche de l'usage japonais que de la peinture de James Tissot, où on voyait les femmes qui regardaient le paravent de la bataille de Yashima. Bon, je vais m'arrêter ici. C'est un peu compliqué, je trouve, de faire une conférence comme ça par Zoom sans pouvoir interagir. Je ne sais pas si vous avez des questions Merci en tout cas pour votre intervention extrêmement riche. Oui, donc vous allez pouvoir poser des questions. Vous pouvez prendre la parole en allumant de nouveau votre micro ou en cliquant sur converser. Vous pouvez nous écrire un message également. Je vais en profiter alors pour poser une question si personne n'intervient. Je vous en prie. Je voulais simplement poser la question au sujet du premier paravent, les feuilles que vous nous avez montrées, qui sont effectivement dans un style totalement chinois, et de chinois de l'époque Tang en plus. Et est-ce que ce sont des œuvres qui ont été peintes au Japon, ou est-ce que ce sont des œuvres qui ont été importées? Alors, c'est une très bonne question. Donc, cette œuvre, des historiens se sont disputés sur cette question-là, parce qu'effectivement, elle est très tendre, comme vous l'avez dit. Il s'avère que, en fait, les femmes sont recouvertes de plumes d'oiseaux. Enfin, elles étaient initialement recouvertes de plumes d'oiseaux.
Et il y a des analyses qui ont été faites de ces plumes d'oiseaux qui ont montré que, en fait, c'était des oiseaux qui n'existaient qu'au Japon. Je crois que c'est ça la raison. Et donc, du coup, on estime que cette œuvre a été réalisée au Japon et non pas en Chine. Alors, en préparant cet exposé, je suis tombée sur un article d'une Coréenne qui remet en question cette interprétation en disant que finalement, peut-être que l'œuvre a été restaurée et que les plumes d'oiseaux ont été rajoutées. Bon, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Oui, alors bon, le 8e siècle, c'est quand même une période, c'est l'époque de Nara, c'est une période où le Japon a beaucoup d'échanges avec la Chine. Il y a énormément d'objets effectivement chinois de la route de la soie qui arrivent au Japon. En même temps, c'est pourquoi il n'y aurait pas des artistes japonais ou des artisans coréens qui seraient venus, enfin, ou chinois. Enfin, je pense qu'on peut imaginer beaucoup de choses, mais c'est quand même une période de prospérité et puis des choses quand même très belles qui ont été faites au Japon. Donc, on ne peut pas non plus écarter l'hypothèse. Oui, mais enfin, c'est quand même aussi l'époque où la Chine a beaucoup donné au Japon et certains des trésors les plus précieux sont chinois. Oui, non, mais voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Les deux sont, en tout cas, les avis actuels, mais je n'ai pas lu des choses récentes, donc je peux pas. Ce que je sais, c'est des travaux plus anciens, c'est considéré comme fabriqué au Japon. Et alors, une deuxième remarque sur le paravent de Chen Kui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Chen Kui est traité de façon totalement chinoise, alors que le démon est traité de façon japonaise. Ah oui, alors attendez, on va le regarder. Ça peut être encore un autre type d'opposition. Voilà. Ah, ouais. Oui, alors sachant qu'au Japon, on retrouve ce type aussi de manière de peindre, mais d'accord, je vois ce que vous voulez dire, oui. Il y a une stylisation très, comme on voit sur certaines peintures chinoises de Chen Kui, et de l'autre côté, au contraire, il y a un souci un peu du détail. Oui, ça fait partie toujours de cette division de la surface en deux. Ouais. C'est vrai, merci pour cette remarque. Troisième remarque, et j'arrête. Non, mais c'est intéressant. C'est qu'effectivement, quand vous montrez les paravents en accordéon, ben, il y a un effet dynamique et qu'on n'a pas du tout quand on l'a à plat. Non, et c'est dommage. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas non plus montré des photos. Souvent en cours, je fais ça. Puis bon, là, j'ai voulu montrer un peu d'autres choses. Montrer aussi des paravents vus depuis différents points de vue, c'est intéressant aussi. Hein. Mais voilà, mais tout à fait, oui. C'est pour ça qu'en fait, j'espère que quand vous irez maintenant dans une exposition avec des paravents, vous regarderez les choses différemment. C'est un peu le sens de cet exposé. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat. Tous les paravents montrés étaient sur papier. Je pense que la majorité était sur papier. Il y a des paravents sur soie, hein, mais quand même, vous savez, au Japon, le papier est quand même le matériau le plus employé. Là, je pense que ceux que je vous ai montrés étaient tous sur papier, oui. Alors, je vais retenter pour ma question. Je voulais savoir, j'ai vu beaucoup dans vos illustrations que les paravents étaient placés devant les fusuma. Je voulais savoir s'il y avait un effet de complémentarité ou au contraire peut-être de confrontation. Alors, je pense que ça dépend en fait. Et puis, il y a deux problèmes en fait. Il y a le problème de la réalité et puis de la représentation aussi. Je pense que parfois, le paravent est là pour cacher, pour masquer les fusuma, justement pour créer une autre atmosphère, pour vraiment transformer l'atmosphère de la pièce. Hein, c'est ce qu'on a vu avec les mentions dans les sources. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il peut y avoir un effet d'accumulation. Je vais peut-être vous montrer une œuvre que je n'ai pas eu le temps de
de commenter parce que je n'ai pas trop le temps. Voilà, c'est celle-ci. C'est un rouleau qui raconte les différents prodiges ou légendes qui entourent le monastère Ishiyama. Donc, c'est un monastère qui se trouve au bord du lac Biwa, à côté de Kyoto. Il y a une légende fameuse selon laquelle Murasaki Shikibu, donc l'auteur du dit du Genji, aurait fait une retraite dans ce monastère. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée de son roman. En regardant la lune, vous voyez ici la lune se refléter sur le lac Biwa. Puis il y a un Kannon aussi, le Bodhisattva Kannon qui intervient. Et c'est une très belle, enfin, la façon dont elle est figurée, c'est vraiment très beau. Donc elle est ici, vous voyez. Elle est vêtue avec un costume pas de monial, mais donc un costume qui montre qu'elle fait une retraite avec ce ruban rouge. Mais en même temps, la pièce dans laquelle se trouve, c'est vraiment une pièce de dame de la noblesse. Donc il y a des cloisons coulissantes qui sont décorée, il y a un paravent, il y a un rideau écran et elle est protégée en plus par les stores. Donc là, je dirais que c'est une sorte d'accumulation. Hein. Je ne pense pas que l'idée, ce soit de modifier l'atmosphère de la pièce en mettant un paravent devant un Fusuma. Là, c'est une photo que j'avais prise quand elle était exposée, on va peut-être un petit peu mieux. Mais c'est plutôt l'effet d'accumulation et la beauté de l'espace, enfin, la beauté produite qui est recherchée, à mon avis. Donc, ça dépend en fait des cas. Merci pour votre réponse. J'avais une autre question. Vous avez évoqué vous avez évoqué les paravents dédiés à l'accouchement et ce phénomène de retourner le paravent pour un mort. Est-ce que vous avez connaissance d'autres associations de situations et de motifs de paravent? Alors ça, je pense que oui, mais c'est vrai que il y en a, ça c'est sûr. Hein. Mais ce serait peut-être de manière... Comme ça, je ne peux pas vous donner d'exemple, mais déjà, il y a déjà, je dirais, des paravents un peu génériques, hein, des thèmes génériques de bon augure qui vont être exposés à certains moments. Et puis, je sais... Pour les mariages, non? Alors, de nos jours, il y a les paravents à fond doré, par exemple, pour les mariages. Je pense que c'est un petit peu, enfin, ceux d'entre vous qui font de la cérémonie du thé, par exemple, il y a aussi le même principe, c'est-à-dire, en fait, on va réfléchir. Vous savez, dans la cérémonie du thé, on va accrocher suspendre un kakemono d'un certain type. On est quand même vraiment dans ce même esprit. Hein. C'est des œuvres qui doivent être adaptées à des circonstances. Donc, on essaie de réfléchir à ce qui est le plus adapté. Donc, il y a la question de la saison. Par exemple, bon, je n'ai pas montré le paravent, des icônes de l'art japonais qui est le paravent Osiris de Ogata Korin, hein, qui sont au musée Idemitsu. Mais bon, je voulais montrer un peu autre chose que ce qui est toujours montré, même si je n'ai pas échappé au paravent qu'il connaît. Bon, par exemple, ce paravent Osiris, il est présenté dans le musée, au musée Idemitsu qu'une fois par an, au mois d'avril, quand les iris fleurissent dans le jardin. Au musée national de Tokyo, en général, il y a certains paravents qui sont avec des feuilles rouges, on les présente à l'automne, etc. Enfin, ça, c'est déjà un élément important. C'est pour ça qu'il y a ces paravents un peu passe-partout, hein, enfin, qui, eux, représentant les 4 saisons, peuvent être utilisés à tout moment de l'année. Le dernier paravent, j'aurais peut-être dû vous le dire, mais le paravent avec les 100 enfants chinois, ça c'est aussi du paravent de bon augure, hein, puisque c'est lié à la prospérité, la fécondité. Enfin, on retrouve un peu des thèmes qu'on retrouve aussi en Chine. S'il y a d'autres questions. Tout le monde est un peu fatigué.